Sport Campus, 13h-14h, avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa. Bonjour à toutes et à tous, il est 13h et vous êtes à l'écoute de Sport Campus. On est en direct et comme tous les mercredis, on retrouve la fine équipe avec Alain pour commencer. Salut Alain. Salut. Comment tu vas aujourd'hui ? Nickel. Et Nicolas Loubert également présent. Salut Nicolas. Ça va. Et Joris. Salut. Et notre invité du jour qui s'appelle Guy Pujol. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Mélissa, bonjour toute l'équipe, parfait. Alors on est ravis de vous accueillir sur notre antenne. Vous êtes poète, romancier, chroniqueur sportif et plein d'autres. Vous avez eu 1000 vies, on va revenir sur tout ça dans quelques instants. Mais tout d'abord, on a une annonce à vous faire au sujet d'un événement qui est à venir. Au sujet d'un invité qu'on avait reçu justement il y a quelques semaines sur notre antenne, Joël Martin de l'AFCAM. Et le 12 mars, à la salle du Hourquet à 19h30, il y aura une remise des trophées de l'arbitrage en levée de rideau de la rencontre de handball féminin, chère donc à notre ami Étienne Mérop de Bègle-Rennes, qu'on avait également reçu sur notre antenne. Et donc pour plus d'informations, vous pouvez aller vous renseigner sur Internet. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre invité du jour et je laisse la parole à Alain. Oui, mais j'ai voulu un petit peu changer des thématiques qu'on avait jusqu'à maintenant. On avait de la boxe, du rugby, enfin un petit peu des sports que ça bougeait. Et je me suis dit, je vais mettre un petit peu de gaieté. C'est le printemps bientôt au mois de mars. Et puis ça va nous enlever un petit peu les odeurs de soufre et de poudre qui nous englobent depuis 15 jours. Donc j'ai invité Guy Pujol, sous le sobriquet il est plus connu sous le nom de l'Ariégeois, c'est ça hein ? Oui, tout à fait, avec un J comme joie. C'est quelqu'un que les anciens dans le sud-ouest disent « Oh, anti-gay, il a la menteuse facile ». Alors les vieux vont comprendre, mais les jeunes un peu moins. Ça veut dire que Guy, quand il commence à parler, il faut le bâillonner, quoi. Ça se comprend un petit peu parce qu'il a quand même des heures de vol, on va dire ça comme ça. Oui, 73 ans, on peut le dire. Voilà, donc Guy, il a commencé le foot en Ariège. J'ai appris par Guy qu'il y avait du football en Ariège, je ne savais pas. Eh oui, oui. Il avait 11 ans, il a fait ça jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, il est parti à Paris, il a été arbitre au niveau DH, il a été assistant en CFA. Il a fait ça pendant 20 ans, il a été superviseur pendant 10 ans des arbitres de la Ligue de Paris. Et puis, il est venu dans le sud-ouest, à Cestas, où il a été tour à tour délégué, dirigeant à Cestas, Martignas, Arlac. Il a bourlingué pas mal au niveau de la Ligue du sud-ouest. Et à travers tout ça, j'ai discuté un petit peu avec lui. Il a fait pas mal de choses. Il a rencontré des personnages. Il a fait des exploits sportifs. On va dire ça comme ça. J'y étais pas. Hein, je peux pas le jurer. Mais bon, il va essayer de nous raconter un petit peu tout ça. Et la première que je vais te demander, Guy, c'est en 67. T'as fait un match de foot avec une icône du foot français. C'était quoi ? Eh oui. 67, j'avais 18 ans. C'était un de mes premiers matchs. En Ligue de Midi-Pyrénées à l'époque et on venait de tirer un gros morceau dont le capitaine était Justo Fontaine. Justo Fontaine à cette époque-là avait 35-36 ans, sortait d'un parcours énorme avec un record inégalé de 13 buts lors de la Coupe du Monde de 58 en Suède. Et une aura. Bon, donc il était parti de Toulouse où ça s'était pas très très bien passé comme entraîneur. Vous vous souvenez, on l'appelait le doux rêveur. Bon, homme de terrain. Et il avait atterri dans un petit village qui s'appelle Noé. Noé, où il était entraîneur sportif, rémunéré très très peu, et capitaine de l'équipe en fin de parcours. Et donc, mon club, le Mas d'Asile, dans l'Ariège, on joue au foot dans l'Ariège. Donc, vous savez que nous avons vécu un petit drame, entre guillemets, avec Luzenac, qui avait gagné ses galons pour jouer en L2. Luzenac, oui. Avec Barthès à sa tête. Dont les instances dirigeantes de la fédération ont fait qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le club. Et donc, ce qui était vrai. Oui, ce qui était vrai, mais bon,
Toulouse était prêt à leur prêter leur stade, tout. Bon, Oui, mais ça aurait été du rafistolage. Voilà. Bon, donc ils ne sont pas montés. Et il y a plein de petits clubs en Ariège, dont celui-là était le club phare à Luzenac, avec beaucoup d'étrangers, parce que Luzenac est connu dans le monde entier pour une grosse carrière de talc. Et bon, les Français, ils n'aiment pas trop, donc voilà. Et ce jour-là, tirage au sort, nous tombons contre Noé. 15 jours avant, toute la presse en a parlé. Justo Fontaine venait au Mas d'Asile jouer contre presque des bouseux, puisqu'on était en première division de département. Lui, avec son club de la banlieue toulousaine, il était en Ligue, promotion Ligue, je crois, à l'époque. Et puis voilà, donc c'était un de mes premiers matchs. Et toute la pression était sur moi, puisqu'il n'avait pas quitté son numéro 10, le père Justo. Et donc, vous savez ce que c'est, le numéro 10. Il reçoit, il distribue, il plante. Il avait déjà fait ses preuves partout. Il met les tours de rein. Voilà. Et donc, j'ai eu pour mission de le coller à la culotte. 18 ans, 1m78, 80 kilos. Je faisais partie des joueurs pas commodes du tout, puisque j'avais une renommée, on m'appelait le faucheur. Vous voyez comment on peut jouer quand on fauche. Et donc, mon capitaine, qui était un vrai pied noir du même âge de Justo, m'avait dit, Guy, il ne faut pas qu'il passe. Bon, donc, voilà. Donc, Justo... il n'est pas passé. Première balle. Il ne nous raconte pas tout le match, parce que... non. Mais bon, au bout de 10 minutes, il est venu me trouver. Il me dit comme ça, avec son accent, vous savez que c'était un pied noir, qui avait l'accent rocailleux. Il me dit... dis-moi, petit, tu vas me réserver longtemps ce petit cinéma? Et j'ai dit, écoute, Justo, on n'est pas ni en Suède, ni au Toulouse, ici, on est au Mas d'Asile. Je suis chez moi et je vais essayer que tu ne nous plantes pas beaucoup de buts. Ça s'est bien passé, je ne l'ai pas trop maltraité. J'ai eu un carton jaune tout de suite, ce qui m'a réfréné dans les ardeurs. Il nous a planté un but pleine lucarne des 30 mètres et on a perdu 1-0 face à Justo Fontaine. Bon, donc... voilà. Il t'a serré la main, là même. Oui. Dans l'Ariège, la troisième mi-temps est plus importante que les deux premières. Donc on est resté longtemps au bar du coin qui était pour nous accueillir. Bon, mais je vais enchaîner. En 91, tu m'as raconté que tu avais pris un bus. Prendre le bus, tout le monde le fait, c'est banal, c'est comme le tramway à Bordeaux. Mais les passagers n'étaient pas ordinaires, c'est-à-dire... Et oui, 91, c'était le début d'une grande carrière que j'ai eue dans mon entreprise au Crédit Agricole, où je venais d'être nommé cadre dirigeant et on m'avait confié la responsabilité d'une grosse unité de logistique, logistique dans le monde entier. Donc je me suis retrouvé avec des contrats mondiaux, quasiment dans les 3 mois de ma nomination. Et quand tu as des contrats mondiaux, il y a des intérêts financiers importants. Et donc, j'ai reçu un coup de fil, j'ai reçu 2 coups de fil. Premier coup de fil, est-ce que vous aimez le rugby? J'ai dit oui, j'ai joué au Stade Toulousain en universitaire à l'époque. Pourquoi? Voilà, si vous êtes libre, on vous amène au tournoi des 6 Nations à Dublin. Bon. Il y a une contrepartie? Non. C'était les 5 à l'époque, non? Voilà. C'était pas les 6. Tournoi des 5 nations. Ah, t'as dit les 6. Tournoi des 5 nations, ouais. Tu vois que je suis. Voilà, à Dublin. Et donc, me voilà parti en VIP, alors que je venais à peine de goûter au plaisir du cadre supérieur avec tout ce que vous pouvez vous douter. Et arrivé à Dublin, le responsable, dont on taira le nom, me dit, voilà, on vous a fait un cadeau, vous montez dans l'équipe qui part au stade avec toute l'équipe de France. Donc, alors il me dit, attention, parce que là-dedans, il y a un représentant de la fédération qui s'appelle Palmier, parce que qui joue à Béziers. Il joue à Béziers, oui. Voilà, 2 mètres, 130, 140 kilos, parce que là, il ne jouait plus. C'était un palmier, quoi. Voilà, et des mains comme des battoirs. Méfiez-vous, lui tendez pas la main, qui me dit. Bon. C'était l'homme qui écrasait. Donc je me dis, bon, il m'installe quasiment dans les premiers rangs du truc, et le mec qui connaissait l'histoire, il arrive, ah, on a un petit nouveau, et il me tend la main. Comment tu fais? Je ne tends pas la main.
il me met, mais alors, une claque sur l'épaule. Il a failli me faire le tour du siège. C'était « Ah, on avait dû te dire hein, qu'il ne fallait pas me la serrer, mais tu ne mourras pas comme ça. » Donc voilà, Palmier, dirigeant de l'équipe de France, il y est resté jusqu'en 2015. Et dans ce bus-là, ben, j'ai eu de la chance, quoi, hein, puisque j'avais Blanco, Berbizier, Camberavero, Roumat, le grand Roumat landais, papa de celui qui joue à voilà, Belgrade. dont le fils a suivi les traces de son père. Donc c'était vraiment une expédition. L'équipe de France a gagné. Et donc c'était encore l'époque où la troisième mi-temps en équipe de France était là aussi renommée. Donc notre sortie nocturne dans les pubs irlandais le soir m'a laissé de grandes traces. Ça se voit. Ils savaient faire la fête. Aujourd'hui, bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus contraints. Hein, on les surveille beaucoup, mais à l'époque, ils avaient beaucoup plus de liberté, quoi. Donc voilà, une expérience qui ne s'est jamais renouvelée, puisqu'après j'ai eu d'autres missions. Mais dans ce type-là, j'ai jamais eu d'autres... Voilà. Ah bien, on va continuer. Alors, en 92, tu as décidé d'aller voir le Barcelone. Il s'est passé quoi? C'était les JO, je crois, en 92. Voilà. Donc, vous voyez, 91, je venais de démarrer ma carrière. 92, ça faisait 1 an que j'étais installé bien dans mon fauteuil de responsable, toujours en logistique. Et donc là, pareil, je reçois un coup de fil le matin. Est-ce que vous êtes disponible entre juillet et août? Je dis, ça dépend pourquoi. Bon, ben écoutez... on pourrait vous amener passer une semaine au JO de Barcelone en tant que VIP si vous êtes disponible avec votre épouse. Et donc voilà comment j'ai participé en tant que spectateur au JO de Barcelone en tant qu'invité spécial avec quelque chose d'extraordinaire que peu vivent. Premier matin au petit déjeuner, on prend l'ascenseur, et dans l'ascenseur, il y avait 6 membres de la Dream Team. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'était la Dream Team de l'époque, la grande équipe de basket NBA, puisqu'ils avaient les possibilités de jouer en tant qu'universitaires, aussi bien en amateur qu'en professionnel. Et donc là, je me suis retrouvé avec, en particulier, Magic Johnson, qui est aujourd'hui dans une situation physique un peu difficile, puisqu'il a un cancer, mais qu'il est toujours vivant. Et donc, on m'a mis à leur table pour prendre le petit déjeuner de la Dream Team, qui a bien entendu gagné les Jeux Olympiques à la fin. Et je les ai suivis pendant 2 ou 3 matchs, pas la finale, mais 2 ou 3 matchs de qualification. Sans parler un mot d'américain, moi le pyrénéen à l'accent plus gascon que saxon, et donc on s'est débrouillé avec les mains, on a passé tu l'as pas dit haut, d'excellents moments. Ça c'était du Toulouse pur, et quand on est à Toulouse on le dit, on le fait. Quand on n'est plus à Toulouse, puisque j'étais à Paris, ce fameux con qui finit tous les mots et toutes les phrases, je l'avais plus, et puis bon, j'étais dans un statut professionnel où ça aurait fait tâche. Alors c'est quoi le plus sympa? C'est les petits déjeuners ou c'est les troisième mi-temps alors? Eh bien, il y a rien de plus sympa. Il y a des moments dans la vie où on a la chance de côtoyer des gens que peu de monde côtoie. Et donc moi j'ai eu ces chances-là, puisque sur les JO c'est ma première phrase. Si j'ai un peu plus de temps, je finirai avec le Club Med. Vous vous souvenez du Club Med de Bernard Tapie, c'est-à-dire que c'était Alain Colas au départ qui était parti faire le tour du monde. Le bateau n'a pas gagné, il a été transformé en Club Med, et ce Club Med 86-87, 60 à 70 millions de francs de travaux. Bernard Tapie en a fait un hôtel flottant, et donc toute l'équipe de France des JO médaillés a été invitée sur le Club Med, et donc j'ai eu le plaisir, après avoir vu la gazelle antillaise
Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec gagnait brillamment son 400 mètres. Le soir, j'ai trinqué avec les médaillés olympiques et avec surtout ceux qui m'ont le plus marqué, la bande des Barjots. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les Barjots ? La bande des Barjots. Avec Richardson. Voilà. Constantini, Richardson. c'était Constantini. L'entraîneur était Constantini. Et le plus grand des Barjots, qui est aujourd'hui sur... Philippe Gardin, non, voilà, qui est à Lormont. Voilà, on avait Étienne Mérope l'autre jour qui nous en a parlé. Voilà, qui est là, qui était vraiment le fêtard. Sur le terrain, plus que musclé. Mais alors après, l'ambiance sur le Club Med a été dithyrambique aussi. Donc voilà, c'était des moments exceptionnels. J'ai eu la chance d'assister au Camp Nou à la finale où les Espagnols rencontraient la Pologne. Donc dans une loge VIP au Camp Nou, j'y suis plus revenu de ma vie. Donc voilà, c'est des événements dont, pour répondre à la question, entre petit déjeuner et troisième mi-temps, pour moi, le plus important, c'est plutôt de côtoyer, passer du temps avec de côtoyer les personnes. D'être un interlocuteur comme un autre. Et puis, c'est vrai qu'à l'époque, je digérais bien, je buvais bien. Depuis, ça a beaucoup changé. Ça m'a laissé quelques traces. Donc, je me méfie, quoi. Et il y avait une photo dans l'équipe d'ailleurs où tu as été pris avec la Dream Team dans l'ascenseur et tous les gens disaient mais qui c'est qui est à côté de Guy ? Pour dire qu'il est connu quand même. Oui, parce que j'étais le plus petit dans l'ascenseur. Tout ça, ça dépassait les 2 mètres. C'était un grand ascenseur alors. Et ils étaient 6. Et toi, tu faisais sac à main à côté, non, un peu, là ? Oui. Puis c'était surtout ma femme, qui était à côté, qui était là dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout, puisque Et là, c'était dans quel cadre que vous étiez à Barcelone ? Alors, j'étais invité par l'US Postal, que vous connaissez bien, puisque c'est... L'US Postal, voilà. L'équipe à Armstrong, c'est ça ? Ah, je sais pas, alors c'était plus tard. Si, c'était l'équipe Armstrong, l'US Postal. Oui, mais bon, ça c'est beaucoup plus tard. Donc, j'ai été invité par une grande entreprise française dont je tairai le nom, qui était l'interlocuteur de la Poste américaine, qui était le sponsor de la Dream Team. Et donc, j'avais ma casquette, mon logo avec... le logo de l'US Post. Oui, j'ai gardé tout ça. Et parmi toutes vos activités, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Est-ce que ça a été de côtoyer des gens de grand nom, comme on dit, ou bien c'est votre pratique sportive aussi qui a peut-être contribué à ce que vous voyez le sport différemment que juste être un simple spectateur ? Donc ma pratique sportive, comme il l'a dit, elle a démarré tôt, puisque j'ai démarré à 11 ans, que j'ai 60 ans de foot derrière moi, avec à peu près toutes les missions qu'on peut occuper, de joueur à dirigeant, en passant par arbitre. Je suis un homme de contact. Dans mon métier, j'ai fait 7 métiers. J'étais responsable de pub, de com, de logistique. Donc moi, le contact, ça me convient, ça me plaît. Et ce qui m'a le plus marqué au niveau de l'arbitre du foot, c'est mes 20 ans d'arbitre. Alors, je n'ai pas eu une carrière internationale. J'étais le pote de Joël Quignou, que les anciens connaissent bien. On a démarré quasiment ensemble. Il m'a lâché en DH et il a fini arbitre international avec... Si vous vous en souvenez, le premier carton rouge au bout d'1 minute de match sur un Mexique, c'était la Coupe du Monde au Mexique. Et donc ça avait défrayé la conique. Et donc lui, il avait su faire sa pub sur ce coup-là. Donc c'était un garçon charmant que j'ai côtoyé pendant plus de 20 ans, qui a fait une très très belle carrière, à qui on aurait pu confier les destinées de l'arbitrage français. Mais là, comme partout, il y a des familles. Il y a des personnes qui ont des prétentions. Et Michel Vautreau, qui était aussi un pote à moi, et à lui, le jour où il a lâché la fonction, Michel pensait que Joël le remplacerait. Et puis une équipe de Marseillais à grande ambition a barré la route. Mélissa a bien fait le lien, parce qu'elle est venue à tes activités sportives, notamment l'arbitrage. Et tu as quelques anecdotes sur l'arbitrage, non ? Ah oui, sur l'arbitrage. J'ai quelques anecdotes. Je vais vous en citer une parce que justement cette fratrie-là aujourd'hui
Elle est célèbre par un de ses frères. Je ne sais pas si vous connaissez la famille Sanjak. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Donc, la famille Sanjak, C'est très bon football. voilà, c'est une famille du 9-3. D'origine algérienne, c'est ça? Oui, des Algériens. C'était une fratrie de 4 joueurs. Donc pendant 3 ou 4 saisons, j'ai pratiqué les 3 frères. Et à la fin de ma carrière, l'aîné, qui était professionnel au PSG, est venu comme joueur renforcer l'équipe de Noisy-le-Sec. Voilà, Noisy-le-Sec qui est une grande ville du 9-3 et où cette famille-là a su monter une grande équipe avec pas un centre de formation mais de belles écoles de foot à très forte dominante maghrébine, puisque les 4 frères... C'était Ali, ça, c'était Ali qui avait fait ça, non? Sanjak. Alors là, au niveau il me semble que c'était Ali, ouais. peut-être. De mémoire. Et donc, si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, cette famille-là, le frère avec qui j'étais très copain, puisqu'on se parlait souvent les yeux dans les yeux, il reculait parce qu'il ne pouvait pas m'en mettre une, mais il est président de la Ligue parisienne de football, Sanjak. Donc, pour montrer que peut être enfant de banlieue, pas facile du tout, ni sur le terrain, ni dans la vie, ni quoi que ce soit. Et puis, dans le monde professionnel, la Ligue de Paris, c'est la plus grande de France. Derrière, on retrouve Rhône-Alpes, et puis sans doute Aquitaine, qui est une très grande truc. Et là, j'ai eu un des matchs de ma vie, puisque... J'ai eu à arbitrer un match de Coupe de Paris, qu'on avait là-bas la Coupe de Paris, où l'équipe de Noisy-le-Sec rencontrait celle d'Aubervilliers. Alors tout ça, c'est peut-être des noms qui ne vous parlent pas trop, mais c'est deux... C'est Liazid, pardon. C'est Liazid Sanjak. Voilà, donc deux grosses cités du 9-3 avec 2 fratries des 2 côtés. 4 frères d'un côté, 4 frères de l'autre, je crois que c'était les Merzouga ou un truc comme ça. Donc quand vous arrivez sur ce genre de match, déjà il faut aussi être bien préparé parce que je connaissais tout là. Et je venais de changer de voiture et donc j'avais la première Mercedes rouge qui circulait en région parisienne. C'est un peu voyant ça. Voilà. Bon, rouge. J'avais fait le pari de dire je veux une Mercedes rouge. Rouge, Ferrari. Et donc il n'y en avait pas. J'ai eu la première qui a circulé sur Paris. Et comme ces banlieues-là sont quand même pas des banlieues faciles, j'avais décidé de garer la voiture dans le stade. Bon, pour qu'elle soit protégée. Et donc elle a été protégée jusqu'à la fin du match. L'équipe qui recevait a perdu face à Aubervilliers. La fratrie des Sanjak est venue me causer pendant le match. Bon, là où je maîtrisais tout, donc il n'y avait aucun problème. Mais après le match, vous êtes redevenu un simple citoyen. Et donc j'ai mis 3 heures à sortir la Mercedes rouge. Ils n'ont rien touché, ils n'ont rien tapé. Mais enfin, j'en ai entendu de toutes les couleurs dans une langue que je ne pratiquais pas. Et je leur répondais dans ma langue qui ne pratiquait pas, donc vous comprenez que ça a fait un dialogue de sourds. Donc, puisque je suis occitan et que je pratique le patois gascon de façon classique. Ouais, il y avait du mal à te comprendre. Parce oui. Pas de gascon à Aubervilliers. Voilà, et moi je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, mais ils ont dû bien m'allumer. Donc voilà, c'est un fait qui m'a marqué, parce que quand vous sortez de ça, vous vous dites... Bon, je suis heureux d'en être sorti, je vais prendre ma douche à la maison, mais il y en a quelques-uns qui attendent le panier à salade. Et aujourd'hui encore, vous voyez le nombre d'incidents qu'il peut y avoir sur n'importe quel stade. C'est en quelle année, ça? J'ai arrêté, j'avais 48 ans. Donc, l'année 94-95. Voilà, c'était Sanjak, c'est ça, 2 ans avant. Ouais, 2 ans avant, quoi. 2 ans avant. Et donc, c'était déjà chaud pour arbitrer. On parle beaucoup maintenant, mais... Alors, je vais quand même... Ça fait 30 ans bientôt. Oui, ça fait 30 ans. Quand je suis arrivé ici, dirigeant à Cestas, bon, j'ai passé 2 ou 3 ans à m'occuper de ma maison, de tout ça, et puis le terrain me manquait.
Donc je connaissais l'adjoint au maire. J'ai dit voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour être dirigeant, voilà ce que j'ai fait, je peux venir vous donner un coup. Mais oh là là, il dit tiens, allez viens, je vais te présenter au président de Cestas. Et donc ils m'ont inclus dans l'équipe dirigeante où j'étais plutôt délégué sur le banc, hein, c'est-à-dire avec mon passé d'arbitre, je connaissais bien la musique. Et un jour, il me dit oh là là là, on a un dimanche difficile, il faudrait que tu viennes avec nous, alors que je ne me déplaçais pas parce que j'avais autre chose à faire. On va jouer contre Lormont. Ah, bon. J'ai dit alors c'est qui Lormont ? Oh là là, Lormont, mais c'est pas possible, on ne peut pas jouer à Lormont, tout ça, tu vas voir, c'est intenable. Bon, j'ai dit tu sais d'où je viens ? Et donc je raconte. C'était à la Doumègue à l'époque, il n'y avait pas le stade du Guerrier encore. Hein. Non, il n'y avait pas de Guerrier encore. Il a été fait après la Coupe du Monde. C'était à la Doumègue. Et donc j'ai assisté à un match de foot avec sans doute derrière la main courante des gens passionnés, pour pas dire autre chose, qui partagent pas la passion comme nous et tout, mais ça s'est très très bien passé. Et je leur ai dit. Si vous aviez assisté pendant une dizaine d'années au match que je faisais dans le 9-3 et ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le 9-3 en région parisienne, vous verriez qu'ici on joue au ballon et que là-bas l'arbitre, malheureusement, il ne passe pas pendant 90 minutes son temps à siffler que des fautes de jeu, quoi. Il y a plein de choses. Bon, donc voilà l'expérience, si vous voulez. L'Aquitaine, elle a un confort au niveau du temps, au niveau de ses personnalités. Et elle a un jeu de football qui est moins dur que du côté des Corses, du côté de la Provence et du côté de l'Île-de-France. On joue plus au ballon ici et tout. Et donc, bon, voilà, depuis, ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis dirigeant. J'étais... président d'Aroman, qui est le président du club d'Arlac, est venu me solliciter pour essayer de lui donner, non pas un coup de main, mais un coup de plume pour améliorer sa communication. Bon, je suis tombé sur des gens qui appréciaient plus le ballon que Montaigne, puisque bon, moi j'ai une plume et que je ne me limite pas à faire des comptes rendus de sport. En mettant le nom du buteur, la minute, j'essaye d'aller au-delà. Certains, ça n'a pas plu, donc j'ai remercié tout le monde. Il vous parle en fait d'un petit accrochage qu'il a eu dimanche au stade d'Arlac, mais bon, c'est rien du tout. On va passer dessus. Voilà, ça arrive. C'est pas le but de le... Voilà, mais la vie dans un club n'est pas facile quand on est dirigeant, qu'on y passe son temps et qu'on ne trouve pas toujours ni les remerciements. J'ai passé 30 ans aussi, je sais. Il ne faut pas en attendre les remerciements, on le sait. Mais parfois, de là à subir des critiques où les gens ne voient que, comme on dit, la petite paille qui est dans votre œil et qu'ils oublient la poutre qu'ils ont dans le leur, la vie est ainsi faite, quoi. Et Cestas, c'est bien éloigné de l'Ariège, Cestas. Et oui, c'est bien éloigné de l'Ariège. Alors, mais la nuit, quand on Cestas, voilà, la nuit, c'est que quand on a passé 40 ans en région parisienne, on n'est plus ariégeois, quoi. Ouais. Voilà, j'ai passé 40 ans là-bas. J'avais encore ma maison familiale dans l'Ariège il y a 4 ans. J'ai perdu maman qui avait 98 ans l'année dernière. Donc l'Ariège, j'y allais régulièrement, mais plus en tant que visiteur touriste que en tant que... Et l'Ariège, c'est 130 000 habitants. Une infrastructure en tout qui n'a rien à voir avec l'Aquitaine. On avait la chance d'avoir des cousins ici. On venait les voir régulièrement 2 fois par an. Et donc on s'est dit, voilà, après 40 ans de vie parisienne, on va aller prendre l'air pur de l'Aquitaine. Et Cestas, c'est une ville très bien développée, au milieu de la Pinède. Il fait bon vivre, Cestas. Voilà, il y fait bon vivre. On est juste à la limite de l'agglomération bordelaise. On a tout le confort. Et à mon âge, il n'y a pas que le confort... si vous voulez, de vie, il y a aussi la sécurité, puisque j'ai là aussi quelques soins réguliers à faire et qu'il faut se sécuriser la vie pour être au plus près de toutes les institutions, quoi. Et juste avant, vous parliez de votre statut d'écrivain. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Comment vous êtes arrivé à écrire, en fait, tout simplement ? Alors, moi,
Écrivain, je l'ai toujours été. Dans ma vie professionnelle, dans ma vie privée, j'ai toujours dit, l'expression peut aujourd'hui être désuète et pas souvent employée. J'ai été souvent nègre. Ça vous parle, hein? C'est-à-dire que le nègre, il a la plume et c'est lui qui écrit pour les autres, au profit de quelqu'un d'autre. Voilà, il écrit pour le compte d'eux qui retraite ou ne retraite pas. Il a participé au livre de Mohamed Jamaï, d'ailleurs. C'est Guy Pujol que nous parlait Mohamed. Il nous l'a dit, d'ailleurs. Voilà, donc ces facilités de plume, je les ai toujours eues. J'ai été toujours plus littéraire que matheux depuis mon début. Dans mon entreprise, on me confiait les discours d'Assemblée Générale ou de fin de carrière. En politique, j'étais le nègre d'un ministre qui, dès mon premier truc, a dit « c'est pas la peine que je me fasse chier, mon assistant parlementaire va se mettre en rapport. » Et puis voilà. Bon, donc moi j'ai le plaisir de la plume. Et puis, quand j'ai eu du temps, que j'ai quand même eu la chance de prendre ma retraite à 56, j'ai dit, tiens, oui, je dis bien j'ai eu la chance, et dans des conditions dont on ne débattra pas ici parce qu'elles n'existent plus. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller de temps en temps se faire plaisir à écrire quelques poésies. Je suis un homme de la campagne, je suis fils de paysan. J'ai vécu dans la campagne pendant 25 ans et les oiseaux, la nature m'a toujours passionné et les auteurs célèbres qui jouaient de la plume sur ce registre-là de Maupassant à Victor Hugo m'ont aussi toujours passionné. Donc je me suis dit, voilà, tu prends ta plume et puis tu décris la nature à ta façon. Je l'ai fait de façon même pas artisanale. Un tout petit amateur, j'ai mis ça sur le net. On a l'avantage aujourd'hui, avec le net, la toile, de pouvoir composer et proposer. Donc je l'ai fait, ça a plu. J'ai eu jusqu'à 5000 abonnés, donc au bout d'un moment... Tu vas nous en réserver quelques lignes à la fin de l'émission. Voilà. Et une fois que j'ai eu ça, j'ai été sollicité, comme partout. Pourquoi tu ne le mets pas en musique? Pourquoi tu ne nous offres pas ça sous la forme d'un livre? Et donc j'ai eu l'idée de faire quelque chose d'un peu baroque, c'est-à-dire de décrire ma vie de l'âge de 7 ans, 1956, en illustrant une poésie d'un mois de l'année par une tranche de vie de cette période-là. Là j'ai amené ce livre-là parce que j'avais dit à Alain, moi je ne viens pas pour vendre des bouquins, mais ce livre-là c'est celui qui raconte ma fameuse histoire de mon match de vie. On peut donner le titre. Oui, mais il est en cours de réimpression, donc ils ne vont pas le trouver, puisqu'il est épuisé, que j'ai la chance d'avoir un éditeur à qui je l'ai soumis, qui m'a dit « ça m'intéresse, ça peut intéresser ». En plus, ce sera le 2e tome, le 1er tome n'est pas encore sorti, et donc, mais bon, il va s'appeler, comme vous le voyez, « Mon Ariège à cœur ouvert ». Et quand je dis à cœur ouvert, c'est que j'ouvre mon cœur, mais que je l'écris en versifiant les quatrains, quoi. Voilà. Alors on arrive à la mi-temps de l'émission. Je vous propose à présent de faire une petite pause musicale tout de suite avec le titre Masquerade de Beach House et on revient après avec vous, Guy Pujol. Merci.